Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans ce nouvel épisode de l'Instant Porcher. La grande gagnante des dernières élections régionales, ça ne vous a pas échappé, c'est bel et bien l'abstention. Alors certes, les élections régionales ne mobilisent guère. Élections aux enjeux plus opaques, pour des listes et des programmes peu clairs. Cependant, cette fois, l'abstention historique alerte. D'environ 50% en 2015, nous sommes passés à 67% d'abstention. La réforme de l'assurance chômage ne fait pas l'unanimité, vous le savez. Et le Conseil d'État, qui devait la valider et qui avait été saisi par plusieurs syndicats, a suspendu, mardi 22 juin, les nouvelles règles de calcul que prévoit la réforme. Est-ce que cela pourrait suspendre cette réforme dont les conséquences sociales pourraient être catastrophiques ? Les différents enjeux des élections régionales ont ouvert un débat quasi sans fin à gauche. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui à un point où il y aurait deux gauches irréconciliables ? Pourquoi certains s'insultent et s'invectivent, s'accusent de ne pas être suffisamment de gauche, voire pas de gauche du tout ? La boussole républicaine semble indiquer toutes les directions, au détriment des électeurs, de toute façon peu au rendez-vous. On décrypte avec Thomas Porcher. « 67% d'abstention. Un record et un score qui inquiète à juste titre. Si les régionales sont habituellement des élections qui mobilisent peu, en raison du fait qu'il n'est pas évident de se rendre compte des missions de nos élus régionaux, que celles-ci peuvent paraître accessoires aux yeux de certains, il n'en demeure pas moins que cette fois-ci, la grande majorité des Français ne se sont même pas déplacés dans une élection qui, pourtant, a beaucoup fait parler dans la sphère médiatique. Alors Thomas, selon toi, pourquoi une telle abstention sur ces élections-là ? Je pense qu'il y a déjà quand même un effet conjoncturel. On sort d'un confinement, là c'est une liberté retrouvée. Et c'est très difficile aujourd'hui, je pense, pour des gens qui ont vu tous les soirs des commentaires sur la politique sanitaire ou la politique économique qu'il fallait mener, y compris chez des oppositions, et qui aujourd'hui doivent se replonger dans des débats plus ou moins clairs sur les compétences des régions et discuter encore de politique. Je pense qu'il y a les gens arrivent au bout et qu'ils ont plutôt envie de faire autre chose que d'écouter des débats politiques. Donc il y a l'aspect conjoncturel. Mais il y a quand même un aspect structurel parce qu'à chaque élection régionale, on a des taux d'abstention énormes. Et puis à chaque élection, même de manière générale, on a des taux d'abstention qui sont de plus en plus élevés. Donc on peut se poser la question, à un moment, quand des politiques gagnent les élections, quelle légitimité ils ont, quand vous gagnez sur 30% de participation, quelle légitimité vous avez à appliquer ensuite une politique économique. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut quand même bien comprendre que, je ne sais pas moi, il y a eu un gros taux d'abstention chez des jeunes, mais aussi chez les trentenaires, plutôt de catégorie modeste. Mais quand vous avez vu par exemple Sarkozy qui est arrivé en 2007, il y a 14 ans de ça, il vous promet une politique, ça va tout changer, rien ne change. Puis après vous avez l'alternance, la gauche. On vous promet que là, ça va être beaucoup plus calme, plus sympathique pour les classes modestes et pour les jeunes. Rien ne change, c'est même encore pire. Vote de la loi travail, suppression d'économies sur les collectivités locales, etc., etc. Et puis ensuite, il y a Macron, on vous dit, alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est ni de gauche ni de droite, et ça va changer la vie, et c'est encore pire. Vous vous dites finalement, la politique, ça sert à quoi ? Ça sert à rien en fait. Ça sert presque à rien de voter. Puisque quoi que je vote, j'ai la même politique économique. C'est vrai. Donc vous vous abstenez. Et puis après, aussi ce qu'on explique aux jeunes depuis le début, depuis tout petit, quand ils allument la télévision, mais aussi ce qu'on leur raconte de plus en plus à l'école, c'est que la réussite ne dépend que d'eux-mêmes. Pas d'un contexte, pas de politique économique, pas de service public, mais d'eux-mêmes. C'est ce que vous voyez tous les week-ends quand vous allumez Capital. Donc ils vous disent, j'ai pas besoin du politique pour réussir, ça dépend de mes compétences à moi. Et quand vous êtes au chômage, on vous dit la même chose. On vous dit, vous êtes au chômage parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé, parce que vous êtes feignant, etc., etc. Donc un chômeur, on lui dit que c'est lui qu'il faut changer et pas la politique économique qu'il faut changer. Donc dans ce contexte-là, quand vous voulez que les gens comprennent, à quoi sert la politique et se sentent concernés par ça. On a beaucoup insisté aussi, et nous-mêmes d'ailleurs au sein de l'émission, sur la soupe d'alliance qu'il y avait en vue des élections régionales. Est-ce que tu penses que ça a été très important dans le choix de certains de ne pas se déplacer, ou de toute façon, c'était aussi le fait que les élections régionales ne mobilisent plus, quoi ? Bon, il y a effectivement les élections régionales qui mobilisent moins que les autres. Il y a la conjoncture actuelle, mais c'est vrai qu'après, il y a eu beaucoup d'alliances, un petit peu... moi, je pense que quand on a les militants de base sont ceux... Orphelin, par exemple. Voilà. Quand on est un militant de base, on va voter. Les militants vont voter. Ça, c'est sûr qu'ils vont voter. Et que là, vous avez, je sais pas moi, des têtes de liste comme Najat Vallaud-Belkacem ou Mathieu Orphelin
qui ont voté et soutenu des politiques de droite. Et Mathieu Orphelin, ça a été loin parce qu'il a quand même voté le budget 2018, qui était le budget le pire. Plus d'1 milliard d'économies sur l'hôpital, loi travail, etc., etc. Suppression de fonctionnaires dans les collectivités locales, d'emplois aidés qui profitent aux associations dans les collectivités locales. Donc quand vous avez ça, je pense que c'est très difficile, en plus de mobiliser la base des militants. Alors moi, je me demande comment on peut être militant et faire campagne. Moi, je serais un militant de la France Insoumise ou de Europe Écologie Les Verts, je n'aurais pas soutenu Mathieu Orphelin, bien que ce soit encore une fois un garçon très sympathique par ailleurs. Oui, Mais voilà, mais c'est quelqu'un de très sympathique. Il y a des gens parfois avec qui on va être d'accord qui ne sont pas sympas, mais lui, pour le coup, est quelqu'un de très sympathique et d'assez humain dans la discussion qu'on peut avoir. Mais malgré tout, il a voté des lois et un budget qui a été terrible pour les classes populaires. Il le fera encore, tu penses ? Mais justement, c'est ça en fait, j'en suis pas sûr. C'est pour ça que j'aurais pas voté. Enfin, quand vous soutenez. Après, c'est pas le seul. Non, mais quand vous soutenez Macron. Vous soutenez Macron, et vous savez qu'il a un gros déficit sur l'écologie, que vous signez avec De Rugy, des tribunes à Libération et partout, en vous expliquant que Macron, c'est quelqu'un finalement qui aime l'écologie et qu'on peut faire du changement avec Macron, avec De Rugy, que vous affrontez aujourd'hui. Puis ensuite, vous êtes député grâce à Macron. Puis ensuite, vous votez le budget de 2018 qui est le plus violent à l'égard des classes populaires. Et puis ensuite, vous vous rendez compte que, en fait, Macron m'a trahi. Bon, je veux bien qu'un homme vous trahisse, ça c'est possible. Mais après, il y a eu quand même des faits concrets. Là. Il y a eu un programme qui a été voté. Alors, soit il n'a pas compris, et dans ce cas-là, il est idiot. Voilà. Soit il a voté ça et il a compris, et dans ce cas-là, c'est terrible. Donc, dans les deux cas, moi, je ne veux pas voter soit pour un idiot, soit pour quelqu'un qui a cautionné ces idées-là. Et c'est pareil pour Najat Vallaud-Belkacem. Si elle n'a pas vu que des étudiants ont été tabassés sous Valls, si elle n'a pas vu qu'il y a eu des lois travail qui ont été votées alors qu'elle était au gouvernement, si elle n'a pas vu qu'il y a eu des économies les pires qui ont été réalisées sur les collectivités locales depuis la Deuxième Guerre mondiale sous Hollande, et qu'aujourd'hui elle se présente en disant « je suis de gauche », bon, soit elle est bête, soit elle ment. Enfin, je veux dire, et dans les deux cas, moi je ne veux pas voter pour ça. Même si c'est des gens qui peuvent être sympathiques par ailleurs pour aller boire un verre. Mais concrètement, on ne peut pas. Donc je pense qu'il y a une grosse partie des militants de base qui ne se sont pas déplacés aussi pour ces raisons-là, parce que c'est pas clair. Voilà. À ton avis, est-ce qu'il faut prendre des mesures pour faire en sorte que l'abstention soit réduite, ou est-ce qu'il faut que les partis, les militants fassent plus de pédagogie auprès des citoyens ? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que l'abstention se réduise ? Alors, moi, je suis plutôt contre les mesures d'obligation de vote, même si, de manière générale, il y a une question sur la légitimité de certains qui sont élus et qui vont vous dire « Attends, j'ai été élu, donc je fais la politique que je veux ». Ça a été le cas de Macron. Macron, il a tout fait pour se retrouver face à Le Pen. Puis après, il dit « J'ai été élu sur un programme, je l'applique ». Alors que quand on prenait tous les abstentionnistes, les votes blancs, etc., il n'a pas été élu à la majorité des Français. Voilà, il était en dessous de 50%, vous voyez. Et malgré tout, il nous a dit dans tout le quinquennat, c'est pour ça que j'ai été élu, pour faire la réforme des retraites, l'assurance chômage, la réforme de la loi travail, etc. Donc il y a un vrai problème de légitimité. Si quelqu'un se fait élire sur 30% des voix, il y a un vrai problème. Sur 30% des participations, avec un taux de participation à 30%, il y a un vrai problème. Mais maintenant, il faut prendre acte du fait que la politique, et qu'il y a un vrai problème démocratique, et tout le monde l'a soulevé, y compris En Marche, que vous ayez des taux d'abstention parfois dans certains quartiers qui montent à 80%, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Mais que voulez-vous, comme je l'ai dit dans la première question, que quand on vous explique depuis toujours que tout ne dépend que de vous et de rien d'autre, quand vous voyez des politiques de gauche comme de droite qui vous promettent monts et merveilles et rien ne change, vous avez toujours moins de services publics, vous avez toujours des taux de chômage très élevés, des taux de pauvreté très élevés, comment pouvez-vous aller voter ? Vous avez très bien compris que c'est la course des postes et ce n'est pas la course pour changer la vie des Français. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans cette élection. Des gens qui se recasent, qui reviennent, qui ont disparu, qui se sont fait battre plusieurs fois par les urnes et qui reviennent comme ça avec un nouveau discours. On sent bien voilà, que la politique, c'est plus vraiment un engagement pour les autres. C'est devenu un parcours professionnel. Et c'est ça, moi, qui me dérange. C'est un parcours professionnel. Alors, vous êtes député grâce à En Marche, vous gagnez plus de 10 000 balles. Enfin, quand on prend tout, c'est bien plus élevé. 8 000 euros, on va dire. Vous voyez, ce qui est énorme. Puis après, vous allez peut-être conseiller régional, vous rajoutez 2 500 balles. Tu vois, on a l'impression vraiment que... Et c'est pareil, même à gauche. Hein, tu es adjoint à la mairie de Paris, tu as un salaire de 8 000 balles, puis tu te recas... on a l'impression que c'est un parcours professionnel. Voilà. On ne voit pas trop en quoi ces gens-là s'engagent pour changer la vie des gens. Et je pense que
la politique a trop été justement ce parcours professionnel ces dernières années où il fallait sortir de Sciences Po, finir dans un cabinet, puis finir porte-parole de La République En Marche, comme c'est Gabriel Attal, sans avoir un ancrage territorial et sans même connaître la vie réelle des Français. Et je pense que ça pousse, ça motive les gens à ne pas voter. Moi, il a fallu, pour aller voter, il a fallu quand même me pousser là fortement. Parce que je pense que le déplacement... Alors, le Rassemblement national était donné grand gagnant de cette élection. Et il est loin d'avoir fait un hold-up par rapport notamment à, je me rappelle, de son score en 2015, où au premier tour, il y a eu un immense barrage républicain pour faire en sorte que le RN n'ait pas de région. Là, c'est décevant pour le parti du Rassemblement national. Alors, c'est un peu étrange parce qu'il y a une conjoncture très favorable au Rassemblement national. On a beaucoup de discours autour de la sécurité qui sont abordés dans la sphère médiatique. En plus de ça, on sort quand même d'un confinement où il y a de plus en plus de personnes qui sont anti-système, ce dont se revendique le Rassemblement national. Comment expliquer que finalement, ça a été un bide total ? Mais, sauf que là, le RN n'est plus anti-système. Il est pro-système. Et c'est ça, moi, je pense, que devrait retenir. Je pense que là... vous savez, moi, j'ai du mal à croire qu'en France, il y ait 35% de racistes. Je ne pense pas qu'il y ait 35% de racistes. Vous voyez, je pense qu'il y a une base toujours de racistes incompressibles qui doit se situer peut-être entre 5 et 10%. Peut-être, et à peine. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il y ait 35%. Marine Le Pen, elle a réussi à faire des très bons scores quand elle avait une politique économique un peu outillée à l'époque contre l'Europe, contre le fonctionnement de la zone euro. Un vrai programme monétaire d'ailleurs. Voilà, un vrai programme monétaire qu'elle tenait. C'était une des seules à le faire d'ailleurs, d'aller aussi loin, puisque c'est la sortie de l'euro, un programme pour les services publics, etc., etc. Ce programme, elle l'a abandonné parce qu'elle s'est dit, maintenant j'ai ma base populaire, je vais aller séduire les classes dirigeantes. Sauf qu'en allant trop séduire les classes dirigeantes, les classes populaires ne veulent plus voter pour elle. Ils ont très bien compris que là-dessus... et c'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer, moi je pense, tout l'aspect économique. L'aspect économique, ça n'intéresse pas les médias. Parce que c'est chiant. Le programme économique de Marine Le Pen n'était pas si ultra-libéral au moment en 2017. En 2017, c'était un programme qui récupérait beaucoup de choses de gauche, que le PS avait abandonné. Donc il y a une forme de cohérence qui plaisait. Le protectionnisme, la critique vraiment de la Commission, la sortie de la zone euro. Il y avait quand même un outillage. Et puis il y avait la sortie de la zone euro pour mener des politiques de relance, de service public. Il y avait quand même on va dire, elle penchait plus à gauche avec Philippot, qui était quand même un ancien de Chevènement, etc. Ça penchait sur le programme économique, je parle. Plus à gauche, sur le programme économique, je parle. Mais là, elle a abandonné tout ça. Aujourd'hui, elle te dit que l'euro, c'est super, il faut rester dans la zone euro, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, etc. Il y avait une grosse partie, notamment dans le Nord, puisque la plupart des soutiens des maires qu'elle avait, c'est des maires du Nord, des territoires qui ont vécu la désindustrialisation, où elle récupérait un certain nombre de voix, elle faisait des bons scores. Maintenant qu'elle a un programme complètement mainstream, on ne parle plus de salaire minimum, on ne parle plus de la politique européenne, parce que la plupart des fonderies là, qui sont en train de fermer en ce moment, elles vont être délocalisées en Europe, vous voyez ? Donc il faut parler à un moment de ce qu'amène l'Europe, qui est une mondialisation à échelle réduite. Mais là, elle n'en parle plus de tout ça. Donc je pense qu'elle perd un petit peu de son ancrage chez les classes populaires. Mais il ne faut pas confondre en fait ce qui se passe dans les médias, où là on va toujours parler de la sécurité, du moindre événement qui s'est passé, de la moindre bagarre qui a eu lieu, parce que c'est très simple d'en parler, ça fait un peu de buzz, etc. On va parler des questions d'immigration parce que ça fait du buzz. Et la question économique, en profondeur, elle est très peu traitée, parce qu'il faut du temps, il faut de la compétence, c'est technique. Vous savez, quand vous faites ça sur un plateau, on va vous dire « Attention, tu es trop technique, tu vas perdre le téléspectateur ». C'est toujours ce qu'on vous dit. Alors qu'en fait, c'est faux, moi, je pense. Je pense que c'est faux. Et Marine Le Pen, avant, elle allait sur ces questions, en prenant des risques. Et je pense que ça plaisait aussi. Aujourd'hui, elle est devenue mainstream complètement, donc elle perd une partie des classes. Mais au moins, elle ne parle plus du tout d'économie, parce qu'elle veut séduire les classes dirigeantes et le centre, comme des gens comme Antoven, etc. Ce qu'elle arrive à faire, soit dit en passant, quand elle ne parle plus d'économie. C'est très difficile maintenant de l'attaquer son programme économique. À l'époque, Challenge, alors que c'est un parti raciste qui a une histoire horrible, on peut l'attaquer là-dessus. Challenge disait pourquoi le programme économique de Marine Le Pen va nous mener droit dans le mur. Là, c'est plus difficile de le dire, puisque maintenant, elle dit à peu près tout ce que pourrait dire Macron ou d'autres en termes d'économie. C'est-à-dire qu'il faut rester dans les traités, la zone euro, c'est super, on va rembourser la dette, on n'augmentera pas le SMIC. Le patronat est très content, sauf que vous perdez les classes populaires. Mais c'est très bien parce que c'est une réalité.
de ce qu'est l'extrême droite, encore une fois en Europe, et de ce qu'elle a été dans d'autres pays quand elle est passée. C'est-à-dire, l'extrême droite n'a jamais changé la vie des plus pauvres. Elle s'est toujours concentrée sur l'immigration et la sécurité, ce qu'a fait Salvini. Et la réalité, c'est ce qu'elle fera, Marine Le Pen, si elle gagne. Et donc là, on a Salvini qui a eu une trajectoire aussi pareille, qui s'est finalement assez... Salvini, au début, il était contre l'Europe. Attention, on allait voir ce qu'on allait voir quand il est arrivé au pouvoir. L'Italie allait taper, puis très vite, il a été... Aujourd'hui, il vote sa confiance à quelqu'un qui est un centriste. Il a très vite été dans les clous au niveau européen. Il savait qu'il ne pouvait rien faire, il n'avait pas la compétence, il avait peur. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur l'immigration. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et il a joué les gros bras sur la sécurité. Mais il n'a pas changé la vie des Italiens. Et aujourd'hui, il ne vaut plus rien dans les sondages parce qu'il n'a pas changé la vie des Italiens comme il l'avait promis au départ. Il a juste montré les bras et fait du cinéma. C'est ce que fera Marine Le Pen si elle passe. Deuxième parti qui a fait un énorme bid spectaculaire au régional, La République En Marche. Oui. Au niveau local, le parti du président de la République n'arrive absolument pas à décoller. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Ça fait 4 ans qu'il a été élu. Oui, mais La République En Marche n'a jamais eu d'ancrage local réellement. C'est un parti qui s'est fait rapidement. C'est un parti qui était quand même une bulle, qui a été porté beaucoup par les médias. C'était une bulle médiatique. Ce candidat, il a fait une alliance entre, une élite, les 1%, à qui il a promis vraiment baisse de l'ISF, réforme de la... Il a tout promis là, il a donné tout ce que voulait vraiment cette partie-là, c'est-à-dire le patronat et une forme d'oligarchie. Donc là, il avait ça. Donc il a eu tout ce qu'il voulait d'un point de vue médiatique, etc. Puis après, il y a eu une élite intellectuelle et une bourgeoisie, on va dire, de province qui s'est ralliée à lui. Mais bon, ça ne suffit pas. Hein. La majorité des Français souffrent de sa politique. Et là, ça commence à se voir dans les scores aux élections. Et moi, je trouve ça bien parce que la politique à l'égard de la majorité des Français, c'est une politique qui est très dure. Donc, je trouve ça bien, moi, que ça commence à se voir sur les scores. Après, on verra pour la présidentielle parce que dans les sondages, ils semblent hauts. Mais là, les sondages sont tellement trompés qu'il y a peut-être un espoir que Marine Le Pen ou que même Macron ne soient pas au deuxième tour, même si je ne vois pas qui pourrait l'être à leur place. Et justement, selon toi, est-ce qu'on peut considérer ces élections-là comme un indicateur pour 2022 ? Je pense notamment à l'une des dernières unes du journal Libération qui titrait « Et si ce n'était pas eux pour 2022 avec Macron et Marine Le Pen ?» Moi, cet espoir, il me semble totalement vain. Mais c'est possible selon toi ? Je pense que là, compte tenu de la conjoncture, on ne peut pas tirer de conclusions aussi rapides. Mais il y a quand même quelques conclusions à tirer de cette histoire-là. C'est que, les sondages ne doivent pas faire la pluie et le beau temps, et parce qu'ils peuvent se tromper. Hein. On voit par exemple, chez Nu, il était à plus de 10 points au-dessus. Enfin, il y a eu quand même des erreurs énormes. Deuxièmement, la politique, ça ne se fait pas que sur des coûts médiatiques. Et là, c'est régional. Comme personne ne s'intéresse au fond et comme personne ne sait quelles sont les compétences réelles de la région, on est parti sur des mensonges, donc c'est la sécurité, sur des coûts. Voilà. Et donc, on n'a fait que des coûts médiatiques. Et je ne suis pas sûr, moi, que les gens sont assez conscients qu'un Audoul, un chez nous, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Enfin, les gens, ils veulent des gens un peu qui connaissent un peu les dossiers, je pense, maintenant. C'est exactement ça. Et les coûts médiatiques ne suffisent pas. Donc les conséquences qu'il faut tirer de ça, c'est, moi, il faut revenir, je pense, sur une politique un peu plus sérieuse. Il faut parler du fond, du fond, vraiment, de la politique économique, de ce qu'on va faire pour changer la vie des Français. Et pas être dans le coup médiatique, dans la petite phrase que l'on peut voir sur les réseaux sociaux. Et cette campagne, elle s'est fait que là-dessus. Sur des coups médiatiques, sur des petites phrases sur les réseaux sociaux, sur des petites insultes, sur des petites phrases sorties de leur contexte qu'on balance à un journaliste, sur des déplacements, des agressions. Enfin, c'est idiot. Sur de la com. Il faut revenir sur le fond, là, réellement. Il faut revenir sur le fond. Et je pense que la présidentielle, elle doit se jouer là-dessus. Voilà. Elle devait entrer en vigueur dès le 1er juillet de cette année, mais la réforme de l'assurance chômage a été suspendue. La raison ? Le Conseil d'État a exprimé des incertitudes concernant la situation économique et mis en valeur des calculs qui pénaliseraient les salariés. Prévue en 2019, la réforme de l'assurance chômage a été repoussée plusieurs fois, et notamment en raison de la crise sanitaire, et elle constitue l'un des engagements d'Emmanuel Macron. Y aurait-il eu une mobilisation massive contre l'assurance chômage, manifestations, pétitions, etc., sans la crise sanitaire ? Sûrement. L'action du Conseil d'État pourrait permettre un sursis salutaire, en tout cas. Alors Thomas, est-ce que tu peux nous rappeler, même si on en a déjà beaucoup parlé, je trouve, qu'est-ce qui va changer dans la réforme de l'assurance chômage? Alors en fait, il faut comprendre que depuis le début, il y a une attaque, une offensive très forte contre l'assurance chômage en France, sous Macron. Il y a ça depuis le début. La première chose, c'est qu'on a supprimé les cotisations chômage sur les salaires.
Alors on a dit oui, c'est pour augmenter le pouvoir d'achat des salariés, etc. Mais en fait, en faisant ça, on enlevait la légitimité des syndicats à représenter les salariés à l'UNEDIC. On n'a pas enlevé les cotisations patronales. Voyez, donc les patrons, là, ils peuvent aller à l'UNEDIC, parler de l'assurance chômage. Mais par contre, les syndicats, ils sont moins légitimes puisqu'il n'y a plus de cotisation chômage chez les salariés. Donc c'était une façon d'affaiblir les parties prenantes, la partie prenante qui représente les salariés à l'UNEDIC. Ça, c'est la première des choses. Donc ça, c'est le premier coup. Le deuxième coup, c'est qu'on a fait des lettres de cadrage que le gouvernement fait, qu'il envoie des lettres de cadrage financier, qu'il envoie à l'UNEDIC avant des réunions. Alors là, c'est des lettres qui disent, voilà, l'assurance chômage doit être conditionnée à une économie de d'1 milliard en 2018, plus d'1 milliard sur les prestations chômage. Donc, on met des contraintes budgétaires en plus. Puis après, il y a la réforme qui consiste, grosso modo, à travailler plus longtemps pour pouvoir toucher l'assurance chômage, à avoir une dégressivité des prestations, à mettre en fait des barrières pour bénéficier de l'assurance chômage. Donc le but global, c'est quoi ? C'est de faire des économies. On nous la vend en disant oui, c'est pour protéger. Non, c'est pour faire des économies, c'est tout. C'est un cadrage budgétaire parce que pour Macron, l'assurance chômage coûte trop cher. Voilà. Alors que l'assurance chômage a extrêmement bien fonctionné puisqu'elle a pris en charge une grosse partie du chômage partiel pendant la pandémie. Donc ce qui fonctionne, finalement, ce que Macron voulait détruire, nous a sauvés pendant la pandémie, ça il faut le rappeler, hein. Et c'est pas parce que ça nous a sauvés pendant la pandémie que Macron veut le préserver, il veut continuer à le détruire. Tu as regardé les justifications du Conseil d'État, est-ce qu'elles te paraissent justes et légitimes ? Le Conseil d'État ne remet pas en cause la réforme, hein. Il dit seulement que le contexte actuel n'est pas propice à faire une réforme sur l'assurance chômage. Et il a raison, on sort d'une pandémie, on est encore en crise, on est loin de notre niveau de richesse d'avant-crise, on ne sait pas s'il va y avoir un rebond ou pas. Et là, les mecs, ils veulent supprimer l'assurance chômage, réformer l'assurance chômage et faire en sorte qu'il y ait 850 000 personnes qui aient des prestations qui diminuent à partir de juillet. Donc le Conseil d'État dit c'est pas le moment de faire ça. Et il a raison, c'est pas du tout le moment de faire ça. Et moi, je pense que si il doit y avoir une réforme, et j'y suis opposé, elle ne peut pas se faire d'ici la fin du quinquennat, parce que là, on est dans une trop grosse incertitude conjoncturelle pour faire ce type de réforme. Encore une fois, si vous baissez les prestations de 850 000 chômeurs, vous touchez les plus pauvres. Ces prestations, elles finissent pas sur un compte en Suisse. Elles sont directement réinjectées dans l'économie, hein. Elles servent à consommer. Dans une période où nous sommes en crise et où le premier moteur de l'économie française, ça reste la consommation. Donc c'est complètement idiot de faire cette réforme aujourd'hui. Alors tu as eu un débat avec la ministre Elisabeth Borne. Je vous propose d'en regarder un petit extrait. Les allocations ne baissent pas en juillet, ne baissent pas en juillet. Le mode de calcul est différent. Les gens n'ont pas moins de prestations. Non, ils vont à terme avoir moins de prestations. Mais même, monsieur, les gens n'auront pas moins de prestations. Le montant global, le montant global ne change pas. Certains demandeurs d'emploi demain pourront avoir un montant mensuel plus bas. Ceux qui auront des allocations éventuellement plus basses, seront indemnisés plus longtemps. On a un système qui encourage les entreprises à gérer leur flexibilité sur le dos de l'assurance chômage en proposant toujours plus de contrats courts et ultra courts. Est-ce que ça, vous trouvez que c'est bien ? Une augmentation de 250% en 15 ans des contrats courts, oui. Des contrats qui sont de plus en plus courts. Est-ce que vous trouvez que c'est bien ? C'est les règles de l'assurance chômage que vous êtes en train de défendre. Je ne comprends pas pourquoi vous avez voté la loi travail dans ce cas-là. Mais ça n'a aucun rapport. Non, mais attendez, on peut faire des amalgames, ça n'a aucun rapport. Qui est un volant de flexibilité sur le droit du travail. Donc, qui va permettre justement de se séparer plus facilement de ses salariés. Ce sont les règles de l'assurance chômage qui ne donnent aucune incitation aux entreprises pour avoir des emplois de meilleure qualité. Donc, il faut faire en sorte que les gens aient moins de prestations pour qu'il y ait moins de contrats courts. Je ne vois pas du tout la logique. Vous vous rendez compte, elle me reproche dans ce débat. Elle me dit, vous soutenez l'assurance chômage qui permet aux entreprises d'employer des gens en contrat court. Donc, pour elle, en fait, plutôt que d'imposer une contrainte à l'entreprise qui multiplierait des contrats courts, hein, et très précaires. Voilà, et très précaires. Et puis, il paraît qu'il fallait être flexible. On nous a dit ça. On a voté 2 lois travail en disant qu'il fallait un volant de flexibilité. Donc, donner plus de flexibilité au marché du travail, c'est-à-dire avoir plus de contrats courts, hein, puisque ces contrats courts sont multipliés ces 20 dernières années. Et là, elle nous explique que c'est l'assurance chômage qui fait des contrats courts. Enfin, et elle ne fait aucune contrainte ou quasiment très peu de contraintes sur les entreprises pour faire en sorte qu'ils n'utilisent plus de contrats courts, hein. Enfin, elle va mettre une petite surtaxe de 10 € par contrat. Alors, oulala, c'est très dissuasif, hein, par contrat par CDD d'usage, où elle va mettre une variation. Oui, ou une variation de 1%, bonus-malus de 1% sur les cotisations sociales.
voyez, et elle se dit, bon, on va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'assurance chômage. Comme si l'entrepreneur allait dire, les mecs vont plus toucher le chômage, donc je ne vais plus faire de contrats courts, je vais les mettre en CDI. Mais non, ils vont encore faire plus de contrats courts, parce qu'il y aura plus d'assurance chômage. Donc les mecs, ils seront prêts à se vendre quasiment gratuitement pour l'entreprise, qui pourra utiliser plus de contrats courts. Donc je n'arrive pas à comprendre cette logique. Encore une fois, je pense que là, on est dans soit elle est bête, soit elle ment. Voilà, il faut arrêter de penser que c'est ça la logique. C'est une logique qui est parfaitement inversée. Donc elle ment, clairement. Elle sait très bien que le seul but, c'est de faire des économies. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, vous savez, il y avait plein de grands économistes, dont un qui était au Collège de France et à Harvard quand même. Enfin, le mec, il n'avait pas vu les choses venir. Ils nous disaient tous que Macron, c'était la flexisécurité. Macron, c'était la Suède, la flexisécurité. Il y avait le volet flexibilité, avec les lois travail, ou flexibilité du marché du travail. Puis il y a le volet sécurité, avec l'assurance chômage, qui visait à donner des prestations chômage aux démissionnaires, tous les 5 ans, et aux auto-entrepreneurs. C'était le volet sécurité. Sauf que ce volet sécurité était conditionné à une économie de 10 milliards sur l'assurance chômage. Ça, personne ne l'avait vu. Collège de France, il n'avait pas vu. Vous voyez, 10 milliards. C'était marqué dans les Échos. Même la ministre, dans mon interview, elle dit « Mais c'est quoi les 10 milliards ?» Macron, quand il a présenté son programme, il a présenté aux Échos, il a marqué « Il y aura 10 milliards d'économies sur l'assurance chômage ». Il a marqué noir sur blanc dans les Échos. Il faut lire les programmes avant d'être ministre pour un président. Non, ou avant de conseiller un président, il faut lire son programme. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est le volet sécurité, que vous offrez des nouvelles prestations à des démissionnaires, à des auto-entrepreneurs, mais que vous économisez 10 milliards sur l'assurance chômage, ça veut dire que les prestations chômage, elles vont diminuer, ou elles vont être moins longues, on va faire en sorte qu'elles soient moins distribuées. Donc on va mettre des barrières à l'entrée pour être bénéficiaire de l'assurance chômage. Et moi j'avais posé cette question, j'avais marqué dans un livre. Personne ne l'a posé à Macron. Donc en fait le volet sécurité du programme de Macron, c'est un volet austéritaire, déjà. Donc c'était la flexi-austérité, pas la flexi-sécurité. C'était ça, et personne ne l'a vu. Personne ne lui a posé la question. Et ça, c'est un vrai problème pour moi démocratique. Quand les gens disent, oui, c'est de la flexi-sécurité, et personne ne dit, attends, voilà, il y a un vrai problème démocratique parce qu'on ment. En fait, on ment aux gens qui ne peuvent pas avoir la compétence économique de comprendre ça. Voilà. Et ça, pareil, si on ment, soit on est idiot, soit on est menteur. Il y a beaucoup de gens qui ont été pour moi l'un ou l'autre. Alors sans doute, Elisabeth Borne est loin d'être la seule à défendre bec et ongle la réforme de l'assurance chômage. Et Gabriel Attal s'est également exprimé. On en regarde un petit extrait. L'assurance chômage, le Conseil d'État suspend les nouvelles règles de calcul de l'assurance chômage. Donc elle ne s'appliquera pas le 1er juillet. Pas à partir du 1er juillet, oui, comme c'était prévu. Pas à partir du 1er juillet. Mais quelle réponse apportez-vous ce matin au Conseil d'État? La réponse que je leur apporte, mais qu'on va leur apporter très directement, c'est le témoignage prouvé par des faits que la reprise économique est là et que les signaux économiques encourageants sont là. Parce que c'est ça, c'est d'ailleurs assez un peu étonnant. Incertitude sur la situation économique, dit le Conseil d'État. Parce qu'en gros, le Conseil d'État dit il n'y a pas de sujet, on ne relève pas de problème de fond sur la réforme, on ne relève pas de difficultés de droit sur la réforme, il diffère l'entrée en application de cette réforme parce qu'il considère qu'il y a trop d'incertitudes sur la situation économique pour qu'elle puisse rentrer en vigueur aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis maintenant plusieurs semaines et au fur et à mesure qu'on lève les restrictions? C'est que l'économie repart. Elle repart bien, elle repart fort. C'est qu'il y a des opportunités d'emploi qui, chaque mois, chaque trimestre, se créent dans notre économie. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 215 000 emplois vacants. On cherche 120 000 personnes dans l'hôtellerie, la restauration et le commerce. On cherche 70 000 personnes dans le tourisme. On cherche des dizaines de milliers de personnes dans l'agriculture, dans le bâtiment. Et donc, c'est des opportunités. Et donc, c'est cohérent avec la réforme de l'assurance chômage. Le cœur de la réforme de l'assurance chômage, c'est quoi? C'est de constater qu'on est en France les champions d'Europe des contrats courts. On a 10 fois plus de contrats courts, de CDD parfois de quelques jours, ça a augmenté de 250% depuis 15 ans, que dans le reste de l'Europe et qu'en Allemagne notamment. Et que c'est un sujet de précarisation pour les travailleurs. Quand vous avez des travailleurs qui ont des petits contrats courts de 5 jours qui les multiplient, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu en période de pandémie, quand il n'y a plus d'activité. Ils se retrouvent dans la difficulté. On a dû mettre en place des dispositifs spécifiques pour eux. Donc il faut lutter contre ces contrats courts et faire en sorte que les salariés dans notre pays puissent avoir des contrats plus robustes, plus longs. Et donc il y a un bonus-malus pour les entreprises, pour les encourager à donner des contrats plus longs. Et effectivement, il y a une mesure qui consiste à dire qu'on doit toujours être mieux rémunéré quand on travaille que quand on est au chômage. Il faut que travailler soit toujours plus valorisé que ne pas travailler. C'est le cœur du projet d'Emmanuel Macron. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va rogner sur les droits. On ne peut pas nous accuser de rogner sur les droits des chômeurs. Il y a 700 000 chômeurs en fin de droit qui auraient dû voir leur allocation s'arrêter depuis presque 1 an. On les a prolongés mois après mois et donc ils ont pu continuer pendant cette crise à recevoir leurs allocations chômage. C'est parce que précisément, on a une attention toute particulière contre la précarité. On a mis en place le chômage partiel qui a permis à des millions de Français de continuer à recevoir leur rémunération, à ne pas être licenciés. On a mis en place des
des aides financières pour les personnes qui sont aux minima sociaux, des aides exceptionnelles de plusieurs centaines d'euros pour qu'elles soient accompagnées dans cette crise. Donc la priorité à la lutte contre la précarité, à l'accompagnement de ceux qui sont en difficulté, elle est là. Mais c'est aussi l'accompagnement vers l'emploi. Alors que va devenir cette réforme, Gabriel Attal? On va répondre au Conseil d'État avec les données dont on dispose. Elle sera reprise? Évidemment, l'objectif c'est qu'elle s'applique. Qu'elle s'applique dans les prochains mois. Voilà. Dans les prochains mois. Avant la fin du quinquennat. Avant la fin de l'année même. La réforme doit s'appliquer avant la fin de l'année. Pourquoi est-ce que c'est une obligation que la réforme de l'assurance chômage passe maintenant, tout de suite, le plus rapidement possible? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que nous avons envoyé un programme de stabilité à la Commission européenne, parce que nous sortons des clous avec nos déficits, et puis nous allons toucher une partie du plan de relance européen, mais tout est sous condition. Vous savez, le plan de relance, ce n'est pas pour relancer juste l'économie. Il faut des conditions derrière. Et les conditions, c'est que nous fassions des réformes. Mais comme Macron a déjà fait tellement de bonnes réformes selon la Commission, loi travail, du nombre de fonctionnaires, privatisation, et j'en passe et des meilleurs, qu'est-ce qui reste? Les retraites et l'assurance chômage. Donc, dans les promesses que nous avons faites, nous avons mis l'assurance chômage. Comme les retraites, c'est très difficile, parce qu'il y a plus de retraités quand même que de chômeurs. Donc, on s'engage à baisser les prestations chômage dans ce plan de stabilité. Donc, il faut au moins que la réforme passe pour montrer que, oulala, on fait quand même des choses et qu'on ne profite pas de l'argent. C'est un impératif européen, finalement. Bien sûr, oui, européen et français, parce que je pense que Macron, même sans l'Europe, il aurait réformé ce truc-là. Mais là, il doit le faire plus rapidement, quitte à peut-être prendre un risque, mineur, parce que je ne suis pas sûr qu'une grosse partie des chômeurs ait voté pour lui, donc il peut leur taper dessus. Mais un risque mineur en passant cette réforme et en pouvant se présenter comme un bon élève devant Merkel et la Commission européenne. Donc la volonté de la passer, c'est de dire voilà, on continue quand même les réformes et donc on peut un peu sortir des clous dans les déficits, ce que font tous les pays en ce moment, puisque pour soutenir l'activité, il n'y a pas d'autre moyen que de faire de la politique contracyclique par les déficits. Mais chez nous, on doit justifier dès qu'on sort des déficits, même en période de crise. C'est ça les bienfaits de la zone euro. Si quelque chose est sorti des élections régionales, en plus d'une abstention record, c'est bien la question de l'état de la gauche. Et ce n'est pas beau à voir. Tandis que placés historiquement à gauche, certains appellent à faire barrage à Jean-Luc Mélenchon, d'autres expliquent que quand même, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas Clémentine Autain. Bref, la France insoumise, qui n'a pourtant pas réalisé un très bon score aux élections régionales, est au cœur de beaucoup de débats houleux. Alors, le leader de ce mouvement n'a jamais réellement fait consensus. Mais alors qu'on lui reprochait en 2017 d'être un parangon du Venezuela, désormais le reproche principal qui lui est fait par les observateurs et ses rivaux, c'est celui d'être bien trop laxiste sur la question de la laïcité et du risque de l'islamisme en France. Alors, historiquement, ces gauches irréconciliables, avant, c'était plutôt l'extrême gauche, NPA, lutte ouvrière, etc., avec la gauche de gouvernement, etc. Aujourd'hui, la France insoumise a quand même transformé le paysage de la gauche, mais pas depuis la création de ce mouvement, bien plus tard, depuis à peu près 2018. Pourquoi autant de critiques? Est-ce qu'elles te paraissent justifiées? Non, elles ne me paraissent pas justifiées. Alors moi, ce qui est assez marrant, c'est que les critiques, elles viennent principalement d'un parti, il faut le dire, le Parti socialiste. À gauche, oui, à gauche. Ah oui, à gauche, ça vient principalement de ce parti, le Parti socialiste. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que la ligne du Parti socialiste, si on écoute son premier secrétaire, qui est Olivier Faure, c'est un seul candidat, l'union des gauches. Il n'arrête pas de nous le rabâcher. C'est toujours ça, c'est l'union des gauches. Et dès qu'il y a une union, lui, il l'a soutenu, donc il est assez cohérent avec sa position. Mais dans son parti, il y a des gens qui se réveillent. Alors, il y a toujours des mecs, par exemple Huchon, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui revient, ou Valls, qui n'est plus membre du Parti socialiste, mais qui a été un ministre. Des gens comme ça, des anciens ténors du Parti socialiste, qui se réveillent et qui sont contre les unions. Donc la première des choses, moi, si j'étais premier secrétaire du Parti socialiste, je ferais le ménage dans mon parti. Parce qu'à un moment, Huchon, il est du PS ou il n'est pas du PS. Enfin, s'il n'est plus du PS, c'est au premier secrétaire de dire ce mec n'est plus du PS, donc il s'exprime pour lui-même. Ciao. Enfin, il faut être un moment, un peu de clarté. C'est-à-dire Europe Écologie Les Verts a eu beaucoup, on va dire, de transferts de son parti à d'autres partis écologistes ou à La République En Marche. Surtout à La République En Marche. Mais ils ont été clairs. Oui. Et Macos, elle ne fait plus partie d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est clair. Pascal Canfin, il n'en fait plus partie, c'est clair. Vous voyez, Cohn-Bendit, à un moment, ils sont un peu plus clairs là-dessus. Même s'il y a eu des passerelles, ils sont plus clairs. Le PS, là, doit faire preuve de clarté. Voilà. Et la ligne, c'est l'alliance. Voilà. Si c'est l'alliance, il faut être clair là-dessus. Voilà. C'est tout. Et moi, je suis toujours étonné qu'il y ait des gens toujours comme ça qui sortent, en fait, qui torpillent finalement les élections à gauche
dès qu'il y a une volonté d'alliance. Mais après, effectivement, il faut que l'alliance, moi je l'ai toujours dit, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dans une alliance. C'est ça, il faut à un moment des garde-fous. Quand je vois qu'il y a des alliances de gauche derrière des candidats, encore une fois, qui ont désarmé les travailleurs, qui ne les ont pas réarmés face au capital, qui les ont désarmés avec les lois travail, qui ont fait en sorte que des collectivités locales soient plus pauvres aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Bah, ces gens-là ne peuvent pas représenter la gauche. Et aujourd'hui, il y en a qui sont des gens qui représentent des forces de gauche majoritaires. Dès le début, on aurait dû refuser ce type d'alliance. Il y a une critique qui revient souvent, alors ça concerne Jean-Luc Mélenchon certes, mais de manière générale, moi je pense que ça concerne aussi beaucoup la gauche au moment des élections, c'est la critique sur les questions économiques. La gauche serait beaucoup trop candide, utopiste, tout leur programme économique serait inapplicable. Qu'en est-il et quelle différence pourrait y avoir en termes de programme économique à gauche? En fait, le programme économique de gauche, le seul programme économique de gauche, on va dire, qui est aujourd'hui crédible, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. Il faut le dire. Là, il y a un vrai programme de... Enfin, aujourd'hui, c'est le seul programme qui a très à gauche, avec planification écologique, investissement dans les services publics, plan de relance, augmentation du salaire minimum. Enfin, c'est le programme aujourd'hui le plus crédible, hein, qui a été soutenu d'ailleurs par 150 économistes. Et moi, je peux le dire comme ça, parce que je ne faisais pas partie des 150 économistes qui ont signé. J'ai pas les 150 économistes de très haut niveau, comme Bruno Amable, qui était un prix du jeune économiste, ou Ah-Chun Chang, qui est professeur à Cambridge, Steve Quinn, enfin des très bons économistes ont soutenu ce programme. Donc ce programme est crédible. Il n'est pas utopiste, il est crédible. Il faut l'avoir en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut opposer les programmes sur un pied d'égalité. Voilà, entre le programme de Macron, le programme d'un candidat de droite, le programme de Marine Le Pen, qui est très difficilement cernable aujourd'hui, et le programme de Mélenchon. Et c'est de ça qu'il faut parler, parce que c'est ça qui change la vie des gens. Les gens, aujourd'hui, ils veulent des mesures qui peuvent leur paraître parfois abstraites, macroéconomiques, etc., mais qui vont changer leur vie. Ils ne veulent pas des débats sur machin truc, qu'on a vu en photo avec Trucmuche et ainsi de suite. Enfin, ils ne veulent pas ces débats-là, ils s'en foutent. En fait, la réalité, c'est qu'ils veulent que la politique change leur vie. Ça sert à ça, normalement, la politique. Or, aujourd'hui, vous avez quelqu'un comme Valls qui a appliqué des politiques, mais vraiment de droite, hein, qui a, encore une fois, désarmé les travailleurs, qui a choisi les recommandations du MEDEF plutôt que les recommandations des classes populaires, qui va vous faire la morale en vous disant c'est quoi la gauche, ben, cette personne-là, hop, il faut la dégager. Voyez, la gauche, normalement, c'est un programme de gauche, un programme qui est en faveur des plus pauvres. Voyez. Et le seul programme crédible d'un point de vue économique, aujourd'hui, là, dans les candidats qu'il y a, c'est le programme de Jean-Luc Mélenchon. À l'époque, il y avait aussi le programme d'Hamon qui avait une certaine crédibilité. Hein. Économiquement, oui. Économiquement parlant, bien sûr, qui était tenu par Piketty, Julia Cagé et d'autres qui avaient une forte crédibilité. Mais bon, aux générations, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils vont présenter un candidat. Donc là, dans les forces qu'il y a... Ils ne parviendraient pas à se hisser un score raisonnable pour les présidentielles. Donc... À l'heure actuelle, on va dire non, mais on ne sait pas. Mais c'est aussi un programme qui avait une crédibilité et qu'on aurait pu confronter au programme de Jean-Luc Mélenchon et à d'autres sur un pied d'égalité, ce qui n'a pas été fait à la dernière présidentielle. À la dernière présidentielle, il y avait le programme juste Macron, le programme utopiste, les programmes de gauche. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on parle trop des questions sociétales, qui sont importantes, encore une fois, qui sont très importantes pour les gens, mais pas assez de l'économique. Or là, on est dans une crise économique, on n'en parle plus du tout. Voilà. Et c'est l'économie qui va changer la vie aujourd'hui des gens les plus pauvres. Et on n'en parle plus du tout alors que nous sommes dans une crise économique. Que ce soit les représentants de La République En Marche comme du RN ou même LFI, on ne parle plus du tout d'économie. Selon toi, est-ce que la gauche devrait adopter une stratégie commune ? Ça me semble être une recette très perdante, mais qu'est-ce qu'il faut faire enfin pour se débarrasser de représentants néolibéraux ? Oui, mais alors, je pense que les gens s'envoient tellement des pics, là, en fait. Jadot à Mélenchon à Faure. Enfin, ils s'envoient tellement des pics que c'est très difficile quand même d'avoir une stratégie commune. Et puis tout le monde veut tirer un petit peu la couverture vers lui. Moi, je pense que le mieux est que chacun parte en campagne, chacun présente son programme. Et puis à un moment, effectivement, il va falloir que certains s'effacent s'il y a des dynamiques qui sont fortes. Mais je pense que là, il faut vraiment parler du fond. Il faut éliminer une grosse partie de gens qui ne sont pas de gauche. Et comme je l'ai dit, on ne peut pas se présenter, on ne peut pas parler de solidarité sociale quand on a défendu la loi travail. C'est très important. Quand on a voté pour un budget, pour des économies à l'hôpital ou sur les collectivités, on ne peut pas. Donc ces gens-là, il faut les éjecter.
Déjà, ce sera beaucoup plus clair pour les lecteurs de gauche. On ne peut pas faire ça. Même si on a changé d'avis, on ne peut pas changer d'avis tous les ans. Enfin, si tu as changé d'avis, attends, je sais pas, il faut 10 ans, 5 ans, là, puis tu reviendras, là, on comprendra pourquoi. Mais on ne peut pas changer d'avis tous les ans. Parce que là, on a bien compris que quand on change d'avis tous les ans, c'est pour des postes. C'est tout. Voilà. Ou c'est qu'on n'a pas d'avis, et si on n'a pas d'avis, on ne peut pas diriger un pays. C'est tout. Donc il faut trouver, faut déjà une certaine clarté sur les gens que l'on appelle de gauche. Une fois qu'on a cette clarté, là, on pourra peut-être plus discuter d'une alliance potentielle en parlant du fond. Et le fond, c'est l'économique pour moi. Ce n'est pas les questions annexes portées par les médias pour avoir un peu de lumière, comme l'a trop été portée, la sécurité qui est quelque chose de très important, mais l'a trop été portée sur cette élection-là, ou les questions sociétales qui sont importantes, mais qui doivent être dans une dynamique globale à ajouter à celle économique et pas écraser les questions économiques alors que nous vivons une période de crise et que ça risque d'être très très dur dans les mois à venir si la politique économique est mauvaise. C'est la fin de l'Instant Porcher. Merci d'avoir suivi l'émission. Nous ne vivons que de vos dons et nous n'appartenons à aucun milliardaire. C'est ce qui garantit notre indépendance. Pour soutenir le média et l'émission, n'hésitez pas à devenir sociétaire ou à nous faire un don. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Continue.